Yo les copains, yo les copines du web. Ok Google, allume la lumière. C'est mieux quand même. Yo les copains, yo les copines, yo les droïdes, yo les Jedi et autres sites de je ne sais quel univers. Et bienvenue sur la chaîne Enjoy My Tech. Comme chaque semaine, vous vous avez jamais demandé si les sabres laser pouvaient vraiment exister? La réponse est non, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais si les sabres sont en laser, ça voudrait dire que c'est de la lumière. Et la lumière a besoin d'une limite pour s'arrêter, car elle est infinie. Sans obstacle au bout de l'épée, il n'y a malheureusement pas de possibilité. Alors je me suis demandé comment on pourrait fabriquer un sabre laser réaliste. Je me suis même demandé si Star Wars était réaliste. Est-ce qu'il respectait nos lois de la physique? Est-ce qu'il était scientifiquement viable? La réponse est bien sûr oui. Non. La réponse est non. Ouais. En fait, non, il n'est pas réaliste, en tout cas, par rapport à notre réalité. Par rapport à sa réalité, bien sûr qu'il l'est. Il faut savoir que Star Wars est un film de science-fiction, fantasy. Il a donc sa propre réalité, régie par ses propres lois, qui sont bien entendu différentes des nôtres, bien que semblables en beaucoup de points. Aujourd'hui, on va donc chercher les incohérences du film, en tout cas par rapport à nos lois scientifiques, et justement en profiter pour parler des phénomènes qui peuvent apparaître chez nous et qui n'apparaissent pas dans l'univers de Star Wars et inversement. À commencer donc par les sabres laser, vous l'aurez compris, la lumière n'est donc pas la solution, les sabres ne seront pas en laser. Dans notre monde, les sabres ne peuvent pas être laser puisqu'ils seraient lumière et la lumière, comme je vais vous le dire, ne peut pas s'arrêter à un moment donné si elle n'a pas d'obstacle. Et en plus de ça, elle n'est pas malléable, elle ne peut pas s'entrechoquer avec un autre faisceau lumineux et elle n'est pas aussi visible que ceux des sabres laser en pleine journée. Alors, qu'est-ce qui pourrait remplacer les sabres laser? Eh bien, le plasma. Le plasma est en fait un des 4 états fondamentaux de la matière, avec l'état gazeux, l'état solide et l'état liquide. En fait, en chauffant suffisamment le gaz, ça permet de le charger électriquement et d'en faire du plasma. Ensuite, suivant la molécule que vous chauffez, de l'azote, de l'hydrogène, etc., on peut avoir un faisceau, une flamme d'une couleur différente et d'une intensité différente. Donc là, on se rapproche un peu plus de ce qu'on peut faire avec des sabres laser. Évidemment, il y a le problème de la longueur, qui est un problème de taille. Un sabre laser est assez long et ça demande énormément de puissance pour générer un faisceau de plasma assez long. Il faut savoir que pour avoir à peu près 10 cm, il faudrait 10 000 degrés. Vous imaginez 10 000 degrés pour une flamme de 10 cm? Alors si on veut atteindre toute cette longueur, il faut une puissance énorme, de l'énergie énorme là-dedans et chauffer à des milliers et des milliers de degrés. Je pense que la main du Jedi serait carbonisée. Même si aujourd'hui on arrive à faire des sortes de flammes de plasma pour percer des couches ultra épaisses, comme par exemple pour tester la solidité d'engins spatiaux, etc., on peut difficilement le faire avec un si petit manche. Il nous faut des armoires complètes chargées d'énergie qui vont balancer tout juste pour avoir 10 cm. Alors vous imaginez tout ça? Et en plus de ça, bien qu'il soit un peu plus palpable que la lumière, si on entrechoque 2 faisceaux de plasma, ils ne vont pas s'entrechoquer à la manière des sabres laser, mais former plus qu'un seul jet. Et ce serait forcément beaucoup moins esthétique et beaucoup moins sécurisé pour les combattants. Et malheureusement, autre chose, ça générait un champ magnétique qui pourrait être facilement perturbable. Si un Jedi est devant moi avec un sabre laser prêt à me sauter dessus, j'ai qu'à lancer une poignée d'aimants pour perturber le champ magnétique et gagner. Du coup, défoncer voilà. Une poignée d'aimants, il y a quoi dézinguer toute une école de Jedi. Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pourquoi t'as fait ça? Quoi qu'il en soit, le plasma, ça reste le choix le plus optimal, bien qu'il ne soit pas parfait, pour remplacer le sabre laser. Maintenant, on peut aisément imaginer que dans un univers très lointain, où on arrive à voyager dans l'espace aussi facilement qu'on arrive à prendre le RER, on peut peut-être faire des manches qui puissent chauffer à 30 000 degrés sans carboniser la main du Jedi, ou du Sith, ou encore créer un champ magnétique un peu plus stable et protégé pour avoir un beau sabre laser. Pourquoi pas? On peut tout imaginer. Maintenant, dans la vie réelle, aujourd'hui, ce serait compliqué. Mais encore une fois, c'est un détail qui n'empêche pas d'apprécier le film. Il suffit simplement d'accepter la mythologie Star Wars, de se prêter au jeu, et finalement, le film nous le rend bien, même très bien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Tout le monde. Il n'y a pas une personne sur Terre. Personne ne me contredira. Ouais, alors pour le coup, le film nous le rend bien, je trouve que t'es quand même très gentil, parce que ça reste quand même un film réalisé par un yes man, écrit et réécrit et réécrit un nombre incalculable de fois par des cuits d'huîtres, le tout pour un résultat qui est quand même très proche du médiocre. Mais bref, c'est vrai que tu m'as invité sur ta chaîne pour parler de science, je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais
pourquoi pas, hein. Du coup, parlons science et plus exactement de la propagation du son dans l'espace, et qui pour le coup est un thème qui fait assez souvent jaser pour ce genre de film, parce qu'on en reparle assez souvent. Du coup, c'est pas hyper original que de te parler de ça, mais en même temps, pour le coup, je reste assez proche du film par mon manque d'originalité. Bref, comme vous aurez pu le remarquer, c'est vrai que très souvent, dans les blockbusters qui sont souvent axés grand public, on va avoir du son dans l'espace, on va avoir des booms, des explosions, des trucs comme ça. Là où dès qu'un film va se vendre un petit peu plus sur son réalisme, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, on n'a pas de son. Le son dans l'espace est une onde mécanique, et du coup, elle a besoin de matière pour avancer, qu'elle soit liquide, solide ou même gazeux. Il faut qu'il y ait quelque chose, sinon, eh bien en fait, ça n'avance plus, ça n'existe plus même. C'est-à-dire que même s'il y a une très courte distance entre vous et le son, à partir du moment où il y a du vide entre les deux, le son s'arrête net et jamais vous ne pourrez l'entendre. Mais alors dans ce cas, pourquoi dans les films, eh bien on est capable de l'entendre? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que tout le monde n'est pas forcément conscient de la chose. Et ça a peut-être l'air con de dire ça, parce que encore une fois, c'est quand même quelque chose qu'on dit très souvent, mais quand on voit qu'aux États-Unis, on est obligé de prévenir les États-Uniens qui allaient rentrer voir Star Wars 8 que la scène dans laquelle il y avait justement pas de son était voulue et que ce n'était pas un bug, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'est pas conscient de toutes ces petites choses. L'autre raison, qui est selon moi la raison majeure, c'est tout simplement le fait que c'est pas le même impact entre une scène qui va avoir du son et une scène qui ne va pas en avoir. Une scène dans l'espace avec beaucoup d'explosions, ça fait boum de partout, vous avez plein de lumière, vous allez être vraiment à fond dans l'action, vous êtes vraiment dans le truc. Là où par contre, dès que vous enlevez le son, l'impact sera beaucoup plus émotionnel. Vous allez trouver ça beau, vous allez trouver ça triste si par exemple quelqu'un vient de mourir, vous allez trouver ça excitant si vous êtes quelqu'un d'un petit peu chelou, c'est pas le même ressenti. Et du coup en fait je pense que maintenant ça se joue surtout là-dessus. C'est pas une question de savoir est-ce que c'est possible ou pas, c'est surtout quel est le ressenti qu'on veut donner au spectateur. Et pour le coup je reconnais que ce n'est pas une erreur. Il y a autre chose qui me chiffonne aussi, hein. C'est la mort de... Attention spoiler, je mets un petit jingle comme ça au moins. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez quitter la vidéo ou rester parce que bon, c'est pas non plus le spoiler de la... quoique, bon, comme vous voulez. Attention, cette vidéo contient des passages pouvant révéler certains contenus importants de l'intrigue. Merci. Bon visionnage. Donc ce que je disais, c'est que ce qui me chiffonnait, c'était la mort de Leia, enfin la supposée mort de Leia. Lorsqu'elle quitte le vaisseau sans combinaison, sans rien, elle aurait dû réagir différemment. En tout cas, si c'était dans notre réalité à nous, ça aurait été différent. Là, elle s'est gelée, elle s'est raidie. Chez nous, elle aurait gonflé jusqu'à doubler de volume. La différence de pression entre le vide spatial et l'air qui est à l'intérieur du corps est telle que le corps va se remplir. L'air va forcément s'échapper d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse imaginer comment. Non, je vous laisse pas forcément imaginer comment. Notre peau est suffisamment élastique et poreuse pour pouvoir contenir l'air et doubler sans exploser. Tous les liquides présents en dehors du corps se seraient mis également à passer de l'état liquide à gazeux en une fraction de seconde et à faire une ébullition telle que ce serait beaucoup trop brûlant. Pas le sang qui est à l'intérieur puisque le circuit est fermé, mais je parle des liquides qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ouverts au vide. Par exemple, en gonflant, je pense que des vaisseaux sanguins auraient pété dans l'œil, auraient brûlé tout le visage de Leia. On peut penser également à d'autres liquides qui seraient sur le corps, qui se mettraient à brûler de manière très intensive. Je parle clairement de la bite, hein, et de la chatte, et je m'en fous, je suis pas monétisé. Bon, il y a quand même des enfants qui nous regardent. On va peut-être faire un peu... Mais bon, souvent ils en savent plus que nous, hein. Bref, on diverge. Et donc voilà, ça se serait passé différemment dans notre réalité. Au bout d'une dizaine de secondes, elle se serait déjà évanouie, et puis après tout le reste, tout ce que je dis, gonflé, etc., ça se serait passé. Voilà. Donc là, vous imaginez, la raison de l'espace, pouf, elle gonfle, l'air s'échappe, et un P la propulse dans l'éternité. Merci à Axel de la chaîne de Couch d'avoir fait un petit passage dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors si vous êtes friand de critiques de cinéma sans langue de bois, écoutez, allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, c'est dans la description. Elle est plutôt bien remplie. The Couch. La couche, elle est plutôt bien remplie. Ça va. Tu me pardonnes. Moi aussi, on peut faire des vannes sur le nom de ma chaîne. Vas-y, fais-en, hein. Je m'en fous. En tout cas, vous allez sûrement le revoir sur ma chaîne plus tard. Là, c'était juste comme ça, une petite apparition pour le kiff. Si je reparle de cinéma ou si lui parle de tech, je pense qu'on va s'échanger un peu les places. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet, avec un nouvel enjoy, un nouveau style, une nouvelle vie. Cheers! Je suis